Il est pile 5h55, mesdames et messieurs. Le coq chante et le jour paraît. Tout s'élève dans le village. Oui, dans le village planétaire. Mesdames et messieurs, tout se lève, le coq chante. Avec beaucoup de plaisir, nous sommes en compagnie de tous ceux qui se lèvent tôt parce que le monde leur appartient. Bon réveil à toutes et à tous. Bienvenue chez vous. Bienvenue la famille. C'est Matin Bonheur avec de bonnes choses là-dedans. N'est-ce pas, Arnissi? Effectivement, bonjour Marco. Bonjour à tous ceux qui se lèvent tôt. Et Marco l'a dit, vous levez tôt, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on se couche tard. Et qu'on se lève tôt, il y a des gens qui le font à cause du boulot. Beaucoup de courage, tenez bon, il y a la récompense au bout de l'effort. Et Matin Bonheur, comme tous les matins, est là pour vous accompagner à travers ces différentes rubriques. Notamment aujourd'hui, avec nous, on parlera famille, on parlera français, on parlera écologie. Vous aurez vos différentes rubriques, les reportages, également les capsules qui vous permettent de voyager. Et le premier voyage qu'on fait ensemble ce matin, c'est en Indonésie. On part découvrir le Jakarta. C'est le Jakarta? Jakarta, oui. Jakarta. Très, très belle destination.
Jakarta, c'est en Indonésie, hein, destination vacances, hein, pourquoi pas, avec des arômes, des effluves, des odeurs, tout ce qu'il y a de bon, la nourriture indonésienne et puis l'accueil aussi, la façon de faire. Vraiment, à travers ce reportage, vraiment, on pense que cela restitue toute la joie de vivre de ce côté-ci du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mercredi 28 mars 2018, c'est le mercredi saint. Vous le savez, nous sommes bien sûr dans cet important moment spirituel pour tous les chrétiens catholiques en particulier, tous les chrétiens en général, avec en ligne de mire bien sûr la fête de Pâques en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous savez que la fête de Pâques est cristallisée par une ethnie. Nessie, il paraît qu'il n'y a plus de place dans les cars, tout ça. Bah, y a plus il y a eu des réservations, des réservations. Il n'y a plus de tickets et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas que les Baoulés qui ont pris d'assaut la fête de Pâques. Il y a toute la population ivoirienne. On retrouve des BT, mais pas beaucoup d'Agni. Des BT, des gourous, des djoulas, tout le monde a décidé de se retrouver en famille pour célébrer la fête de Pâques façon traditionnelle. Et vous allez faire Pâques, vous allez faire ça à Sakassou? Je serai à Boaké. À Boaké? Oui, je serai à Boaké. Ah d'accord. N'oubliez pas qu'on a une émission lundi, hein? Oui. Donc revenez nous dire, parce que voilà quoi. Et comment ça se passe quand vous êtes à Pâques chez vous comme ça? Dites-nous tout. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors on se retrouve après un an bien sûr, on retrouve les oncles, les tantes, on partage la nourriture, on s'amuse, on fait des réunions pour l'avancée du village, on prend des décisions pour la bonne marche de la communauté. C'est un moment de retrouvailles. On fait le repérage aussi pour les mariages. Ok, ça aussi, on sait beaucoup de bonnes choses. On reviendra là-dessus tout au long de ces différents rendez-vous jusqu'au dimanche. Et puis aussi lundi de Pâques, une émission spéciale estampillée Matin Bonheur. Spécialité également de notre émission, c'est chaque fois après 6 heures, la gym. C'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi, on va continuer sur notre lancée d'exercices avec le step encore une fois. Donc juste vous assurer que vous avez votre step, votre tabouret, votre petite marche. Et on va commencer tout de suite avec nos échauffements. Donc on va monter, on lève les bras vers le plafond et on revient. On va le faire 10 fois de chaque jambe, juste histoire de faire monter notre température corporelle, n'est-ce pas? On veut éviter de se blesser. On veut réussir à faire les mouvements de manière correcte. On expire en montant et on revient. On pense à poser tout le pied sur le step. Encore 3 autres. 2. Une dernière. Et on change de jambe. On repart. Toujours les bras vers le plafond. 2. 3. 4, 5, encore et 6, 7, 8, 9 et une dernière. Excellent. Alors, on va partir notre premier exercice sur le step. Vous allez vous éloigner un tout petit peu, de telle sorte que vous êtes capable d'avancer, mettre la jambe sur le step et d'emmener le genou arrière proche du sol et on revient. Donc on va faire des fentes avant avec la jambe surélevée. Et c'est parti. 1 et on revient. 2. Pour ceux qui ne sont pas capables, n'hésitez pas à rester dans la même position. Donc vous allez juste rester ici et vous allez descendre pour repartir et les autres on avance. Et on y va. 4, on expire en revenant. 5, 6, encore 2, une dernière, et on change de jambe. On part tout de suite. 1, et on revient. On travaille la cuisse et l'arrière de la jambe. On part pour 4, 5, 6, on y va pour 7 tout le monde, on y va pour 8, 9 et on revient. Pardon, je vous en fais faire une de plus. Alors, prochaine, on va garder
les jambes de part et d'autre de notre tabouret. Et l'objectif va être de monter et de redescendre. Et on change de jambe. Donc on commence avec la droite, on finit avec la gauche. Donc dans 3, 2, 1 et on y va. On monte droite, descend, on part avec la gauche tout de suite. Hop. Et on change. Ça nous permet de travailler votre coordination. Changement de côté. Encore. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Une dernière droite. Et une dernière gauche. Excellent. Cette fois, on va essayer de le faire un tout petit peu plus vite. Donc, on va y aller un tout petit peu plus vite à droite, un tout petit peu plus vite à gauche. 3, 2, 1 et c'est parti. Monte, descends. Allez. Pour ceux qui ne peuvent pas courir, on garde la première version. On monte et on descend. D'accord? Encore. 3, 2, 1. On respire, on récupère. Ça va tout le monde? On part sur l'autre jambe. Dans 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Très, très bon travail. On respire. Alors là, c'est sûr qu'on n'a plus de souffle. On essaye de récupérer. Et c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis essoufflée, donc c'est normal. Alors, respirez. N'hésitez pas à refaire ces exercices au moins 2 fois chaque. Vous allez voir que ça va vous faire transpirer, ça va vous faire travailler. Et c'est des exercices très intéressants pour vos jambes. Donc, je vous souhaite de passer une agréable journée. Et je vous dis à demain. Voilà, demain, très très intéressant, mais c'est pas évident. Marco, vous avez vu comment Rosemary se débattait derrière le coach. En tout cas, c'est pas facile. Hein. Du courage, Rosemary. Et puis, il faut saluer les gens. Vous savez qu'en même temps qu'il y a la gym, ça a devenu un réflexe, hein, Dieu merci, parce que tout le monde, en même temps, sait qu'après 6 heures sur Matin Bonheur, il y a la gym. Et puis, en 5-10 minutes, on a le corps qui se réveille. Tout ça, ça fait du bien. J'aimerais saluer quelqu'un qui fait toujours ces mouvements-là. Avant d'aller à l'école, il est à Villeparisis, c'est pas loin de Paris. Il s'appelle Chris Farrell Ouattara, il est inscrit dans une école de football et puis il suit Matin Bonheur comme ça et chaque fois pour s'échauffer avant d'aller au cours, avant d'aller au sport. Vraiment, ça fait du bien. Et Marco, il y en a qui ont peur hein, à cause des courbatures, après des courbatures. Des courbatures après, mais Madame Inao rentre dans ce corps. Mais ne vous inquiétez pas pour éviter les courbatures. Eh bien, pour éviter les quoi? Courbatures. Pour éviter les courbatures. Les courbatures. Voilà, okay. Je suis arrivée. Courbatures. Okay. Voilà. Donc, pour éviter les courbatures. Pour éviter les douleurs. Eh bien, il est conseillé de vous étirer après le sport. Voilà, quand vous étirez après le sport, ça permet de détendre les muscles et ça vous soulage. Donc, n'hésitez surtout pas à exécuter tous les différents mouvements qui vous sont proposés par nos différents coachs ici à Matin Bonheur. Marco, aujourd'hui, la ville d'Istanbul fête 88 ans. Eh oui, et il faut savoir... Pas que la ville a 88 ans, mais le nom. Le nom, parce qu'avant, Istanbul, donc aujourd'hui, immense mégapole européenne, enfin ça dépend du côté où on se situe, asiatique, c'est selon. Donc, s'appelait à l'origine... Constantinople. Voilà, Constantinople qu'on retrouve dans la Bible, là, la ville de Constantinople. Eh bien, Constantinople, hier, aujourd'hui, s'appelle Istanbul et c'est depuis le 28 mars 1930. Donc, joyeux anniversaire à la ville d'Istanbul. Et aujourd'hui, nous célébrons, mesdames et messieurs, un nom. Le saint du jour s'appelle Gontran, Saint Gontran. Effectivement. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bah, c'est... Non, dites la vérité, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est un nom un peu... Un prénom? Un prénom, un peu vieux. Un peu vieux. Mais pourquoi c'est vieux? Pourquoi? C'est vieux. Par rapport à quoi c'est vieux? Par rapport à... Vous pensez que Inès, c'est jeune? C'est vieux aussi. C'est vieux aussi? C'est vieux. Marcelin, on n'en parle pas? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Gontran, alors, l'intrait de caractère pour les Gontrans?
Bah oui, les gontrons sont des solitaires qui ne nourrissent aucune illusion quant à la réussite sociale et ont tendance à fuir la vie urbaine. Ce sont généralement des hommes attachés aux valeurs traditionnelles, Marco, vous voyez, défenseurs de la nature et des mœurs patriarcales. Donc, prénoms dérivés, on a Gontrana, Gontrano, Gontram. Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est pas gentil. C'est pas du tout gentil ici. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. On salue tous les Gontrans, tous ceux qui se prénomment au Gontran, quels que soient les méchants en griffe commentaires de Tennessee. C'est un joli prénom, je le dis sincèrement, parce que voilà. Tout dépend de la signification. Tout dépend de la signification. Justement, en parlant d'un sujet plus sérieux, qui a une signification profonde par rapport à la société, c'est qu'il ne faut jamais se rendre justice. Trop souvent, on assiste à ce qu'on appelle communément la vindicte populaire dans notre société, dans nos sociétés, tant africaines qu'internationales. On a vite fait donc de se substituer à la justice, ce qui est fort déplaisant et qui n'est pas bien. Parce que l'humanité, les hommes sont régis par des lois qu'il faut absolument respecter, quelles que soient les situations. Ces vidéos amateurs, nous les avons recueillies sur les réseaux sociaux. Nous avons expressément figé certaines et flouté d'autres pour ne pas choquer la sensibilité des téléspectateurs. Elles montrent des présumés délinquants pris à partie par des foules, battus à mort ou soumis à de pires humiliations. Des pratiques courantes connu sous le nom de justice du peuple, ou encore de vindicte populaire. La vindicte populaire, selon le petit Larousse, désigner quelqu'un à la vindicte, c'est le signaler comme coupable et le livrer au châtiment. Donc la victime va à un moment donné se retrouver face à une foule qui numériquement donc, la dépasse et qui va donc être ses agresseurs. Autrement dit, c'est la vengeance, une exécution sommaire sans jugement. Exécution sommaire sans jugement. Dans bien des quartiers populaires d'Abidjan, on connaît bien cette pratique. Un voleur, il vole une fois, deux fois, tes choses te perdent. Tu mets tes choses à la main, tu sors, on défonce ta porte, on va prendre tes matériaux que tu as achetés cher. Donc je pense que c'est ce qui pousse les gens à se faire juste eux-mêmes. Pour moi, quand je trouve que attraper un volet puis le porter main sur le champ, c'est pas bon. Mais la situation, des fois, ça oblige de le porter main. Tu l'envoies comme ça pour le corriger, mais 2 jours après, tu le vois au dehors. Je ne sais pas quel arrangement qu'ils font là-bas. Donc quand on attrape, chacun lui tape un peu. Le taper un peu, ce langage voilé qui cache en réalité un véritable malaise au sein de nos sociétés. La rupture de confiance entre les institutions et les populations, et peut-être même la mauvaise compréhension du sens de l'État. Chaque fois que un individu est par exemple brûlé, c'est l'État qui brûle. Il faut que l'éducation civique reprenne ses droits, il faut que les gens connaissent leurs devoirs et leurs obligations. Il faut effectivement que le citoyen se rende à l'évidence qu'il n'a pas à se faire justice pour telle ou telle autre chose. Aucune personne n'a le droit de se faire justice. Mais quand les populations sentent qu'ils ne sont plus en sécurité et que l'État est défaillant en matière de sécurité publique, pour combler ce vide-là, les gens vont eux-mêmes donc se faire justice. Donc c'est lié donc au fonctionnement donc de l'institution même. Humilier, infliger la peine capitale, la vindicte populaire est pratiquement un fait banal. Devant cette violation récurrente des droits de l'homme, que dit la loi? La vindicte populaire, ce n'est pas une infraction. Mais les conséquences de la vindicte populaire entraînent des infractions qui peuvent être le lynchage, qui peuvent être le pillage, qui peuvent être la destruction des biens, qui peuvent être des blessures, ainsi de suite. Et ce sont ces conséquences-là qui sont réprimées par la loi pénale. Dans le vocabulaire du code pénal, le mot vindicte populaire n'y figure pas. Mais heureusement, les coupables ne sont pas à l'abri d'une sanction pénale. En plus de la sanction, l'État choisit aussi la prévention. La Commission nationale des droits de l'homme se dit préoccupée par le phénomène. Qu'est-ce que nous faisons, n'est-ce pas, pour ne pas que ces faits se produisent? Nous procédons à des campagnes d'éducation, des campagnes de sensibilisation de masse, au travers des focus group, au travers de nos commissions régionales qui sont installées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et quand un cas de vindicte populaire lui est signalé? Lorsque la Commission nationale des droits de l'homme est saisie, elle procède à ce qu'on appelle une investigation non judiciaire.
nous essayons de comprendre comment les faits se sont produits et nous assistons les victimes ou les parents des victimes, n'est-ce pas, si elles souhaitent porter plainte. Sanctionner les coupables de lynchage, sensibiliser et éduquer, assister les parents ou les victimes, autant d'actions menées. Mais tous les jours, des cas de justice populaire sont signalés. Combien de personnes meurent ou sont humiliées tous les jours sous la colère des badauds, soupçonnés ou dénoncés? Bien malin qui pourra y répondre, parce que malgré tout, le peuple continue de rendre sa justice tous les jours et par n'importe quel moyen. Mais voilà qui est clair. C'est vrai que la vindicte populaire n'est pas punie par la loi, mais les conséquences sont punies par la loi. Donc faites très très attention si vous adonnez à ça. Si vous avez l'habitude de vous adonner à ça, vous risquez des peines de prison. Et chaque fois, oui, ça brise des familles, hein, ça brise des familles. Un être humain a des droits, quel que soit ce qu'il fait, même le condamner à mort a des droits. Ça, c'est vrai, ça peut choquer, ça peut faire mal, mais il faut respecter cela. Il ne faut pas détruire comme ça le bien d'autrui, s'attaquer physiquement à autrui. Quel que soit ce que la personne a fait, il faut toujours respecter l'intégrité physique, morale et spirituelle d'un être humain. Voilà. Sinon, voilà, si Dieu qui nous a créés, je peux parler comme ça, ça donnait à la vindicte populaire comme dans l'Ancien Testament où quand on pêche, on est frappé par quelque chose, ça allait faire bizarre. Donc vraiment, il faut avoir cette attitude-là dans nos pays. Il ne faut pas détruire, brûler la maison des gens, quel que soit le contexte du pays, parce qu'on est appelé toujours à vivre ensemble. Et des fois, des innocents sont lynchés à tort. Il faut prendre la peine d'écouter. Le plus souvent, oui. D'écouter quand on attrape une personne qu'on accuse d'un acte. Il faut l'envoyer directement au commissariat afin que cette personne soit jugée purement et simplement. Il faut éviter de se rendre justice. De se rendre justice. Et donner l'exemple aux enfants, aux jeunes générations qui nous regardent. Parce que notre société ne doit pas être une société de vengeance, mais une société de tolérance et surtout une société de pardon. Merci d'être avec nous, Matin Bonheur. Oui, merci Marco. Et on va changer carrément de sujet. Marco, on va parler football. Oui, pour se décontracter un peu, on va parler foot. Je sais que Madame Inao est une grande joueuse de football. Effectivement. Son poste, c'est le numéro 7. Elle est milieu défensif. Voilà, donc c'est elle qui gâche toutes les actions de l'adversaire. Ça tombe bien parce qu'elle gâche aussi tout ce qui est mauvais français. Mais pour inviter Madame Inao à s'installer, nous allons aller en Somalie voir un peu les femmes dans le foot. On y va. Ah, vous êtes bluffé. Bluffé. Malgré tout, elles prennent des risques, mais elles tiennent, elles foncent, elles aiment le foot, elles jouent au foot. Oui, les Chebabs ont interdit le football, hein, parce que, voilà, donc, mais malgré ça, c'est un peu par bravade, par rapport à tous ces extrémistes qui minent la Somalie, là, que ça donne au foot. C'est un peu un exutoire, ça leur permet quand même d'oublier toutes ces péripéties, toutes ces difficultés inhérentes à ce conflit qui perdure donc au cœur de la corne de l'Afrique. Merci beaucoup à vous et puis on salue toutes nos Amazones, nos braves Amazones de l'équipe féminine de la RTI qui rapportent énormément de glorie à la maison. On leur fait de gros bisous. Lydie Aqua et toutes ses copines. On les salue. On salue également Madame Inao qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Grande joueuse de foot aussi pendant ses vacances. Voilà. Merci beaucoup. Donnez des cours à Nessie parce qu'elle ne sait même pas regarder le ballon. On dit même qu'elle va le manier pour le regarder même. Ça va pas. Je viendrai à mon école donc Nessie. À quelle école? À l'école du foot. À l'école de foot. Alors on dit quoi? On dit courbature ou courbature? Des courbatures. Des courbatures. Nessie, répète après moi. Courbature. Elle dit courbature. Courbature. Il y a toujours des mots comme ça spéciaux qui nous font buter. Hein. Moi, il y a un mot, je ne sais pas c'était quoi, c'est...
humoriste ou humoriste? Humour. Humour. Donc, des fois, humoriste. on dit humoriste, hein, donc ça peut arriver. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans notre besace, Madame Inao? Nous allons épiloguer sur l'expression « j'ai intervenu », faire la différence entre participer à et participer de, drastique et draconien, tenter d'essayer, entendre de ses oreilles, il est unique et seul en son genre. D'accord, bah ça. On a de la matière aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Alors, tout de suite, Nessie, on a vu courbattu, on a vu humoriste. Maintenant, on va voir, j'ai intervenu. Voilà, j'ai intervenu. Il faut dire que ce verbe-là, le verbe intervenir fonctionne comme le verbe venir. Le verbe venir qu'on ne peut jamais employer avec l'auxiliaire avoir. J'ai venu. Vous ne pouvez pas dire j'ai venu. Voilà. Donc, il va de soi qu'avec le verbe intervenir, on ne puisse pas employer l'auxiliaire être, comme l'auxiliaire qui l'accompagne. C'est plutôt « je suis intervenu ». Je vais prendre un exemple pour pouvoir l'élucider pour nos téléspectateurs. Il a un problème foncier avec le chef de son village. Je suis intervenu en apportant des preuves qui pourront l'aider à résoudre cette situation. Voilà. Donc, c'est « je suis intervenu » et non « j'ai intervenu ». Il faut faire l'effort désormais de ne pas employer le verbe intervenir avec l'auxiliaire avoir. D'accord. On a également participé à et participer de. Bien. Participer à, qu'est-ce que c'est? C'est prendre part à quelque chose. Marco a parlé du football ce matin. On va prendre un exemple relatif au football. Je vais demander comme ça dans une phrase interrogative à Marco. Marco, oui. Dis-moi, est-ce que l'année prochaine, le PSG pourra participer à la Ligue des clubs champions? Oui, le PSG pourra participer à la Champions League. Voilà. Donc, nous avons participé à, qui est prendre part. Prendre part, oui. Et ensuite, nous avons participé de. Participer de, qui est faire partie. Cette situation participe du rétablissement de sa situation. Voilà. Je vais prendre un exemple pour faire l'équilibre sur le plateau. Je m'adresse à Nessie. Le sourire, la tendresse et l'harmonie du corps de Nessie participent de son charme. Donc, participer de, c'est faire partie. Donc, tous ces éléments que je viens de citer en rapport avec Nessie font partie de son charme. Ce sont les éléments caractéristiques de son charme. Même si ce n'est pas vrai. Donc, participer de. Participer de, c'est très différent de participer à. Voilà. Okay. Alors, drastique et draconien. Drastique et draconien, deux expressions qui généralement se rapprochent, mais on commence à faire la confusion à cause de l'expression anglaise qui nous parle de drastique. En anglais, on parlera de drastique lorsqu'on veut parler de quelque chose de sévère. Mais attention, en français, il faut faire très attention. Quelque chose de drastique, c'est quelque chose qui est en relation avec les purgatifs. Un purgatif, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances qui permettent d'agir pour pouvoir aider quelqu'un, par exemple, qui est malade. Donc, on peut parler des laxatifs, par exemple, qui sont des purgatifs. On peut parler aussi des médicaments puissants et rapides. Voilà. Les médicaments qui agissent instantanément. Instantanément, rapidement. Je prends un exemple. Le médecin, pour pouvoir remettre sur pied son malade, lui prescrit un remède drastique. Par contre, quelque chose de draconien, le draconien qui sort de dracon qui est le latin, qui sous-entend une sévérité, une rigueur, quelque chose de rigoureux. Donc, il faut faire très attention entre ces deux expressions. Je vais prendre un exemple en rapport avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que nos élèves aujourd'hui, ce sont eux qui ont vraiment besoin qu'on les oriente. Le ministère de l'Éducation nationale, afin de permettre aux jeunes filles de s'adonner aux études, a pris des mesures draconiennes. Attention, a pris des mesures draconiennes, c'est-à-dire des mesures rigoureuses, des mesures sévères. Et peut-être parmi ces mesures-là, pourquoi ne pas dire aux jeunes filles aujourd'hui de se coiffer totalement jusqu'en classe de terminale. Et de porter des jupes paysannes. Voilà, paysannes, pour avoir le temps de pouvoir étudier. Donc, il faut faire très attention entre drastique et draconien. Le message aux jeunes filles, soit dit en passant, est passé. Alors, merci. Tenter d'essayer. Tenter d'essayer. Mais quand on tente, qu'est-ce que c'est? Tenter, qu'est-ce que c'est? Tenter, c'est essayer. C'est essayer. Essayer, c'est tenter. Donc, du coup, les employés ensemble, vous êtes en plein pléonasme.
il faut les détacher, je vous en prie, chers téléspectateurs. Tenter ou essayer, soit on il faut tente, choisir. soit on essaie. On va prendre un exemple pour pouvoir l'élucider pour nos téléspectateurs. Elle a tenté une grève de la faim pour manifester son mécontentement afin que la population s'apitoie sur son sort. D'accord. Cette même phrase, on pourrait remplacer tenter par essayer. Elle a essayé une grève de la faim pour manifester son mécontentement afin que tout le monde entier puisse s'apitoyer sur son sort. Donc il ne faut pas employer les deux ensemble, je vous en prie. Merci beaucoup. Il est 6h25, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à vous, Madame Minao. Je rappelle aujourd'hui avec vous que nous avons abordé les thèmes suivants. J'ai intervenu, participé de drastique, draconien, tenter d'essayer. Et puis voilà, la semaine prochaine, on verra d'autres expressions comme par exemple, entendre de ses oreilles, il est unique seul en son genre. Merci d'être en notre compagnie. Matin Bonheur, le rendez-vous de la langue, mais aussi le rendez-vous de l'information. Avec Hamza Diaby, respectivement, dans tout de suite après, hein, on aura donc avant Hamza, la météo et le JT sur Matin Bonheur. Merci d'être avec nous. De la culture et de la francophonie, le maire Abi Raoul et son conseil municipal, en collaboration avec Atout Blanc Communication, vous offrent Abidjan Paquino du 29 mars au 2 avril 2018 au terrain Conan Raphaël de Marc-Henri Sikoji. Artistes invités, Nguès Bonsens, Sidonie la Tigresse, les leaders, entrée gratuite. Infoline 02 58 96 18. L'événement, lève-toi. 3 jours pour élever votre vie. Avec Dieu, ça marche. Jour après jour, Dieu m'a transformé. Comme Dieu m'a guéri de cette maladie. Et si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu. Le vendredi saint, le samedi de l'Alléluia, le dimanche de Pâques, au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Carrefour Renon et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée gratuite. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. L'extrême nord du pays fera face à un retour des vents secs chargés de microparticules de poussière en suspension en altitude. Cela pourra légèrement affecter les régions avoisinantes, par exemple le centre-nord, et les régions plus au sud seront sous un ciel nuageux avec parfois des averses suite à la remontée des masses d'air océanique sur le continent. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, 24 degrés dans les villes d'Adiaké et Bondoukou, 22 degrés à Boaké, d'Aloa, 23 degrés, le mercure affichera 24 à Dimbokro, il fera 24 degrés à Gagnoa comme à Korogo, Mans 22 degrés, Odiéné 23 degrés, la ville de San Pedro marquera 25 degrés, les températures seront de 24 dans les villes de Sassandra et Tabou et Yamoussoukro marquera 23 degrés. L'après-midi sera ensoleillé dans la partie nord et les brassages des masses d'air humides et sèches pourront entretenir des formations de cumulus sur ces régions. Des orages pourraient naître au fil des heures et affecteront les parties ouest et centre-nord du pays. En allant vers les régions bordant l'océan Atlantique, le ciel restera nuageux et les effets de brise pourront parfois donner des orages par endroits sur le pourtour forestier. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 degrés à Abidjan comme à Adiaké, Bondoukou 33 degrés, il fera 32 à Boaké, le mercure affichera 33 degrés à Daloa, Dimbokro 35 degrés, Gagnoa 33 degrés, il fera 35 degrés à Korogo, 30 degrés sera la température à Mans, Odiéné 35 degrés, 31 degrés sur la ville de San Pedro comme Sassandra, 30 degrés à Tabou et Yamoussoukro 34 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30 journal que nous ouvrons par cette interrogation. Comment arrive-t-on à prendre une telle décision, mettre en berne une brillante carrière de banquier en France pour cuisiner en Côte d'Ivoire? Akadji Bongbadji l'a fait, il sort de sa zone de confort pour entreprendre de la banque à la cuisine. Il a franchi le pas avec un choix culinaire audacieux, les crêpes. Ce virage presque à 90 degrés va-t-il lui donner raison? De la banque à la crêperie, parcours d'un jeune entrepreneur. C'est un portrait dressé par Christelle Menant. Quitter un emploi sûr et choisir de mener une vie faite d'instabilité et d'incertitude. Une vie d'entrepreneur. Il y a 7 mois, Akadji Bongbadji décide de mettre entre parenthèses sa carrière de chargé d'affaires dans une banque parisienne. Avec un associé, ils ouvrent une crêperie à Abidjan. De banquier à crêpier, itinéraire d'une aventure risquée mais palpitante. C'est sûr que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Les peurs étaient vraiment là, les peurs, les doutes, les craintes de mal faire. Une décision d'autant plus difficile que de la Côte d'Ivoire, Akadji n'a que des souvenirs de vacances scolaires. Né à Rennes, le jeune Ivoirien grandit en Bretagne. C'est justement cette région qui lui inspire son idée d'entreprise. Depuis un long moment, j'avais mûri l'idée de pouvoir investir dans mon pays. On s'est dit, par la nourriture, on pouvait réunir les deux cultures. La culture bretonne et la culture ivoirienne. Par exemple, on fait une galette à la loco, qui est assez originale, de la banane plantain dans une galette bretonne. Avant de se lancer, les associés ne négligent aucun détail, du concept à l'offre, en passant par le business plan. Ils n'hésitent pas à faire plusieurs voyages pour leurs études de marché. Les crêpes, ce n'est pas une habitude alimentaire ivoirienne. Comment se positionner sur ce marché et donner aux Ivoiriens le goût des crêpes? On est à l'inverse de la crêperie traditionnelle. On est sur un modèle de restauration dynamique. On est sur un produit accessible. On est sur la beurre sucre qui est à 1000 francs. On ne cache pas nos ambitions, c'est vraiment d'être les leaders de la crêpe en Côte d'Ivoire mais en Afrique de l'Ouest. Je n'avais pas l'habitude des crêpes. Et là, j'ai découvert le coin et une ou deux fois je suis venue. Et depuis lors, je suis devenue une adepte de la chose. Le district d'Abidjan compte 3 crêperies, des enseignes exclusivement dédiées à cette spécialité culinaire. Akadji et son associé choisissent de s'installer à Abidjan Nord et ils sont les seuls dans cette zone. Mais avant de pouvoir ouvrir leur crêperie, que de difficultés rencontrées. Les premiers obstacles, c'est tout d'abord se mettre à jour au niveau de la fiscalité. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément d'un pays à l'autre. Faire venir le matériel. Et c'est pas chose simple quand on n'est pas bien entouré et quand on ne se renseigne pas bien à l'avance. Alors qu'on croit que c'est fini parce qu'on a enfin pu ouvrir, c'est à ce moment que le plus dur commence. Il faut gérer le quotidien de l'entreprise tout en préparant son futur. Aucune journée ne se ressemble. Un jour, je peux donc aider ici quand il y a du monde. Sinon, je vais rencontrer des partenaires, des fournisseurs. Je rencontre aussi les partenaires alimentaires pour essayer de toujours négocier au plus près les prix. Pour préparer ces crêpes, Akadji s'appuie sur une équipe de 4 crêpiers. Pour les recruter, le jeune entrepreneur s'est tourné vers le lycée hôtelier d'Abidjan. Mais il a aussi dû en former. C'était un métier que je ne connaissais pas. Mon cursus scolaire est carrément différent de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais la curiosité m'a amené aujourd'hui dans la restauration et en tant que crêpier, voilà, je suis content de ce que je fais. On touche au-delà du SMIC et on est vraiment à l'aise. Prendre soin de ses employés, mais aussi et surtout de ses clients. Donc à chaque livraison, je mets un mot de manière à personnaliser et que chaque client se sente unique au restaurant. Des petits mots glissés dans les paquets de livraison. Une présence dynamique sur les réseaux sociaux, émissions télé, séances de dégustation dans les écoles. Il veut démocratiser la crêpe. Le jeune diplômé en marketing sait comment y faire et sait aussi comment s'entourer. En vue, un partenariat avec une boutique de café. Tiens, comment vas-tu, ça va? Ça va et toi? Il y a juste quelque chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est tout ce qui est street marketing. D'accord, ouais, ok. Non, moi, ce que je me suis dit, c'était de faire un kiosque.
de 6 mètres carrés, hein, comme elle disait. C'est formidable d'avoir des initiatives comme ça de jeunes Ivoiriens qui reviennent au pays pour créer du business. C'est un produit qui se prête tout à fait au mode de consommation locale rapide et pas cher. Il a toutes les chances d'y arriver parce qu'il a la méthode, la rigueur et il a une très grande capacité à penser loin et à développer le business. Il a vraiment une vision intéressante. Ok, d'accord. Moi, Fin de matinée, petit détour à la maison avant de retourner à la crêperie. Akadji réside chez sa tante durant son séjour abidjanais. Son père n'est plus, mais il sait qu'il peut compter sur sa famille, malgré tout. Même si je ne lui disais pas, ça m'a paru risqué, mais il est important de pouvoir risquer aussi pour obtenir quelque chose. On perd toujours quelque chose avant d'obtenir, donc voilà, il fallait juste l'encourager. Akadji et son associé ont investi plus de 37 millions de francs CFA, empruntés en majorité. Quand on lui demande ce qu'il adviendra en cas de faillite, il nous rappelle son âge, 27 ans. Pour lui, c'est maintenant qu'il a droit à l'erreur. C'est maintenant ou jamais. C'était un document signé Christelle Menant. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux premiers pays producteurs mondiaux de cacao. Ils ont décidé de s'unir. Les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont signé un accord lundi dernier pour contrôler le marché, entendent relever les rémunérations des producteurs. Mais au-delà, il s'agit d'une véritable révolution pour l'économie cacaoyère dans ces deux pays. On en parle avec Adama Koné. L'union fait la force. La Côte d'Ivoire et le Ghana unis pour donner un poids commercial au poids quantitatif de 60% du cacao mondial. Conscients que la richesse se trouve dans la transformation, les deux pays viennent de décider d'encourager l'usinage de leur production nationale. Conséquence directe d'une telle politique, la réduction de l'offre de produits bruts. Toutefois, les productions transformées doivent être écoulées. Il faut trouver des débouchés et le premier marché pourrait être celui de l'Afrique. Le potentiel existe. Tout le continent, représentant 73% de la production mondiale de cacao, ne consomme que 3,4% du chocolat vendu dans le monde. Toute chose qui explique la volonté des présidents ivoiriens et ghanéens de promouvoir la saveur chocolat dans les consommations des Africains et bien au-delà du continent. Tout naturellement, tous ces projets seront portés par le privé, d'où l'appel lancé aux opérateurs à explorer et saisir l'opportunité que représente le secteur de la transformation du cacao. Les chefs d'État ont cependant à l'esprit que l'industrialisation se fera dans la durée. Dans l'immédiat, il faut relever le niveau de revenus des paysans, ce qui explique la nécessité d'harmoniser les politiques de commercialisation. Une sorte d'entente de mise à marché pour doper les prix. Le premier test sera sans nul doute l'annonce concomitante des prix de campagne. Belle saison en perspective pour les producteurs et partant pour l'économie cacaoyère. À la faveur de la 6e édition de l'Africa CEO Forum, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a animé un panel sur l'accès à Internet en Afrique avec des panélistes, pour la plupart des financiers et experts dans le numérique. Bruno Nabanye-Kone a défini des pistes de solutions pour rendre plus accessible l'Internet en Afrique. Au nombre de ces solutions, Bruno Kone et ses interlocuteurs ont mis un point d'honneur sur la formation et aux nouveaux métiers du numérique en Afrique. Le reportage de Cheikh Koné Aboubakar dans l'un de nos prochains journaux. Voilà qui nous conduit à ces questions. Comment les TIC pourraient constituer une aide essentielle aux pays en développement? La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? La RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications, réfléchit à ces questions. C'est en cela que des partages d'expériences ont lieu depuis lundi avec des experts de haut niveau, des experts qui échangent dans le cadre du 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'UIT pour l'Afrique. On en parle avec Ouattara Amadou Walter. La normalisation des réseaux futurs, quelles opportunités pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que se tient le 6e atelier régional de la commission d'études 13 de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique. Il s'agit, entre autres, pour cette commission de partager des expériences et traiter des sujets
relatif à l'apprentissage automatique, champ d'étude d'intelligence artificielle permettant de remplir des tâches difficiles par des moyens informatiques. Pour l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, c'est une opportunité pour le pays d'accueillir cette rencontre. Notre contribution au PIB, je vais parler du secteur, qui fait près de 8%, la société de l'information n'existe que parce qu'il y a des normes pour les services. Cette rencontre permettra de sensibiliser les différents acteurs de notre écosystème pour qu'ils participent vraiment à la prise en compte des normes. Régulateurs, opérateurs, équipementiers, prestataires de services et différentes parties prenantes d'Afrique, ainsi qu'ingénieurs et membres académiques doivent mettre à profit leurs atouts dans une synergie d'action. Leur savoir-faire et savoir-faire seront mis à contribution dans plusieurs domaines d'activité. Par exemple, dans une agriculture modernisée. Dans le cadre du projet e-agriculture, nous regardons comment est-ce que nous pouvons utiliser certains de ces objets pour mieux irriguer les plantes, réduire le travail des agriculteurs et faire de telle sorte qu'ils aient des rendements plus élevés. Autre objectif de ce groupe régional est d'encourager les autorités nationales et les opérateurs des pays africains à travailler ensemble conformément à la normalisation. Ces travaux devraient également servir de point de départ aux innovations de réseau nécessaires à la mise en œuvre des systèmes 5G. Reportage signé Ouattara Amado Walter. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci Hamza. Merci Marcelin. On vous retrouve tout au long de cette journée sur Exactement. RTI 1. Hamza, l'infatigable de l'information. Allez, d'ici, on va passer à un autre pan de notre émission. Et les mercredis, on a une tendance écologique, environnementale, n'est-ce pas? Effectivement, il est avec nous, Cédric Lombardo. Avec lui, on parlera des enjeux de l'eau potable. En même temps, on rappelle que le 22 mars était la journée internationale de l'eau. L'eau est considérée comme l'un des défis majeurs de développement durable. Et aujourd'hui, déjà plus de 660 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. 1,8 milliard de personnes ont accès à une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. Et oui, et demain, mesdames et messieurs, les enjeux seront encore plus importants. L'eau est menacée par le changement climatique. À Cape Town, en Afrique du Sud, l'une des plus développées, l'une des villes, sentant les plus développées du continent, la population s'organise face à la pénurie d'eau potable. Et, tenez-vous bien, en 2050, presque 40% de la population mondiale fera face à la rareté de l'eau. Au fait, quelle est la situation dans notre pays, la Côte d'Ivoire? C'est là qu'intervient notre expert. Bonjour Cédric Lombardo. Bonjour Marcelin, bonjour Nessie. Alors la situation de l'eau potable en Côte d'Ivoire, on a comme toujours préparé des petits éléments pour ça. Justement, pour sous-tendre tous ces petits éléments, voilà. Jingle. Jingle. Il connaît maintenant, jingle, on y va. La situation en Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on regarde deux choses. La première chose, on va regarder la disponibilité d'eau potable. Et puis, la seconde chose, c'est comment est-ce que l'eau potable va arriver. Donc, le premier élément vidéo, c'est le cycle de l'eau et la pluviométrie, puisque l'eau potable, l'eau ne vient pas des glaciers, comme c'est un petit peu le cas en Europe. Et donc, l'animation qui va être lancée maintenant va nous montrer à la fois comment fonctionne le cycle de l'eau et comment marche la pluviométrie. On le sait, chez nous, en Afrique de l'Ouest, la pluie nous vient de l'océan. Donc, on a déjà parlé de ça sur la RTI, l'humidité vient de l'océan, elle commence à arroser nos arbres, puis les forêts de Côte d'Ivoire vont elles-mêmes commencer à restituer cette eau, vont alimenter les nuages et ça va avancer pratiquement jusqu'à la zone sahélienne, jusqu'au désert. Et cette pluie, c'est elle qui nous apporte dans un premier temps les fleuves, c'est elle qui va remplir les fleuves d'Afrique de l'Ouest et les fleuves de Côte d'Ivoire qui vont aller vers l'eau. Puis grâce à la forêt, l'eau ne va pas lessiver, courir le long, mais elle va rentrer dans les nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques, elles aussi, vont progressivement avoir des infiltrations qui vont ramener l'eau vers l'océan. Et donc ce cycle de l'eau se met en place, de l'océan vers la forêt, de la forêt vers les sols, des sols vers l'océan. Par contre, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est l'évolution de la pluviométrie en Côte d'Ivoire, puisque c'est la pluie qui est notre principale source. Donc la carte que nous avons ici, c'est une carte déjà de 1950-1960. Et en regardant les couleurs, on voit à peu près quelles sont les zones de pluviométrie que nous avons en Côte d'Ivoire. Couleur jaune foncé, Bondoukou, Boaké, c'est
1200 mm de pluie. On avance un petit peu plus, jaune clair, Dabakala, Séguéla, on a 1000 mm de pluviométrie. Les zones violettes, c'est vraiment les zones de production du cacao, de l'EVA, etc. Donc on voit bien comment les choses évoluaient à l'époque. Regardez d'ailleurs que Sassandra, Odiéné avait la même pluviométrie dans le passé. Et alors là, les zones vertes, c'est le paradis sur Terre. Vous arrivez jusqu'à 1000, 2200, 2400 de pluviométrie. Mais attention, les choses ont changé avec le temps. Et j'invite chacun des téléspectateurs à regarder un petit peu sa zone, car vous voyez que non seulement la couleur jaune des 1000 mm de pluie a commencé à envahir le pays, et sur Dabakala Bouna, cette couleur marron, c'est 800 mm de pluie. Ça n'existait pas. Aussi peu de pluie sur la Côte d'Ivoire, ça n'existait pas dans le passé. Donc on voit bien que cette couleur jaune a commencé à envahir la Côte d'Ivoire, même s'il y a eu une amélioration entre guillemets puisque la couleur marron avec les 800 mm de pluviométrie a commencé à se réduire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire 1990-2000 est très très loin d'avoir la même quantité de pluie qui tombait par rapport aux années 1950. Mais ça c'est très grave, puisque votre carte de pluviométrie s'arrête en 2000, nous sommes en 2018. Oui. Quelle est la situation? Alors la situation, c'est que malheureusement, on a eu cette période un petit peu difficile dans le pays qui était 2000-2010. Et pendant une dizaine d'années, les équipements de levée météo n'ont pas fonctionné dans le nord. Donc on est aveugle, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 10 dernières années. Donc la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on a le sentiment que la pluviométrie va remonter. Vous voyez par exemple en ce moment sur Abidjan, on commence déjà à avoir des petites pluies qui se manifestent. Puisqu'on est très proche de l'océan, on a cette chance. Maintenant, la difficulté, c'est quelle est la quantité de pluie qui va tomber sur un an, ça c'est ce qu'on vous a montré, mais aussi parfois quand les pluies tombent, elles tombent énormément sur une très courte période. Donc les terres n'arrivent pas à l'absorber, le système de canalisation n'arrive pas à l'absorber, et donc on se retrouve avec une pluviométrie qui devient des sources d'inondations et de catastrophes. Alors, quelle est la qualité de l'eau naturelle en Côte d'Ivoire, M. Lombado? Et ça, c'est tout le problème que nous avons, parce qu'il y a le problème de la quantité d'eau potable, ou d'eau brute, d'eau naturelle, point numéro 1, et après, quelle est la qualité de cette eau? Puisque nous avons des activités agricoles, on voit bien que, que les fleuves seront alimentés par les eaux qui ont ruisselé le long des terres avant d'arriver au fleuve. Or, si elles vont ruisseler le long des fleuves, le long des terres, excusez-moi, en passant par des plantations, elles vont s'enrichir en éléments nutritifs, en azote, donc on a des risques de pollution d'origine agricole des fleuves. On a aussi des activités telles que l'orpaillage, avec l'utilisation de métaux, de produits chimiques très dangereux. Donc là aussi, si ça ruisselle, ça va commencer à polluer nos fleuves. La lagune d'Abidjan, je n'en parle pas. Je pense que malheureusement, les Abidjanais font le triste constat de ce qui se passe. Donc la qualité de l'eau naturelle est en danger. Nous avons l'obligation d'être le moins polluant possible, surtout quand nous habitons aux abords des forages de l'eau potable de Côte d'Ivoire. Alors, ça, on a parlé donc de la qualité de l'eau. Vous nous faites peur un peu, ça nous fait un peu peur, hein, cette situation-là. Alors, on va parler maintenant de la production d'eau potable en milieu urbain. Il y a certaines spécificités. Absolument. Donc là, c'est la deuxième animation qui a été proposée, puisque nous avons une eau brute qui nous vient de la nature, une eau brute malheureusement qui est polluée. Comment faisons-nous pour la mener jusque chez les habitants? Donc le premier métier, naturellement, ça va être de capter l'eau brute. Donc on va la capter soit en surface dans les fleuves, ou alors on va la capter dans les nappes phréatiques. Et là, les enjeux de développement durable que nous avons, c'est quelle est la quantité d'eau dont nous disposons, avec naturellement les impacts du changement climatique qu'il faut prendre en compte, mais aussi la croissance démographique qui va appeler de plus en plus de besoins. Et ce qui est important pour nous, c'est la préservation de la ressource. Il faut qu'on préserve la ressource dans la quantité disponible et il faut qu'on la préserve dans la qualité disponible en luttant contre la pollution. Une fois que cette eau a été extraite de son milieu naturel, la première chose qu'on doit faire, c'est le traitement de l'eau potable, de l'eau brute, pardon. Donc le premier enjeu que nous avons ici, c'est un enjeu de santé publique. L'eau, c'est ce que nous buvons, c'est dans le sang de notre vie, si j'ai envie de dire. Mais ici, il faut faire attention, si l'eau est polluée, on aura des coûts de traitement de plus en plus importants et donc des répercussions sur l'accès économique à l'eau potable. Vient ensuite toujours la question de la qualité de l'eau et ici, la gestion du traitement est encore plus importante. Il faut être sûr en permanence que cette eau répond aux normes de l'OMS pour être bue par les populations. Une fois qu'elle est traitée, qu'elle est propre, maintenant il faut pouvoir exploiter le réseau d'eau potable, c'est-à-dire garantir l'accès aux populations. Première chose, est-ce que oui ou non les populations ont accès au réseau d'eau potable? Et si elles ont accès à ce réseau d'eau potable, est-ce qu'il y a une continuité de service, toujours en termes de qualité d'eau potable disponible et de quantité d'eau potable disponible? Maintenant que l'eau est dans les réseaux, il faut qu'elle puisse arriver maintenant auprès des consommateurs. Et là, les enjeux de développement durable sont d'une grande simplicité. Toujours la qualité de service, car nous avons un enjeu de santé publique.
Donc, gérer, faire attention à la santé, à la sécurité des consommateurs. Mais un point très important aussi, ça va être la facturation et le recouvrement. Car si nous voulons développer le secteur, nous avons besoin des règlements des consommateurs pour être capable d'investir. Maintenant, lorsque l'eau a été, j'ai envie de dire, consommée, ça va devenir une eau usée. On va la retrouver maintenant dans les systèmes d'assainissement. Cette eau sera rejetée en milieu naturel. Et quand elle sera rejetée en milieu naturel, il y aura donc du pré-traitement qu'il va falloir mettre en place pour réduire donc les contaminations. Et après se pose la question de quelle est la qualité de l'eau que nous rejetons dans le milieu naturel. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas tous les équipements nécessaires pour rejeter une eau de très grande qualité dans les milieux naturels. Et comment on s'organise ici en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'eau? Alors, le secteur de l'eau potable, donc, vous savez, on parle beaucoup de partenariat public-privé. Ça n'est pas une mode d'aujourd'hui. En fait, l'eau potable urbaine en Côte d'Ivoire, depuis les années 1960, nous avons l'État qui a organisé un partenariat, une délégation de services publics à une société privée qui s'appelle la SODECI. Donc l'État est le maître d'œuvre, entre guillemets, du secteur. Vous avez d'abord le ministère des Infrastructures qui est lui chargé de la conception des ouvrages, de l'entretien des ouvrages, etc. Et vous avez à côté aussi le ministère des Finances qui lui va vérifier les aspects économiques. Et ces deux acteurs de tutelle ont d'abord délégué une partie de leur mission à l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Et l'Office national de l'eau potable a pour mission sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu villageois, de veiller à l'alimentation des populations en eau potable. Maintenant, une des spécificités que nous avons, nous, en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une entreprise à qui ça a été concédé, le service public a été concédé, c'est la SODECI. Et donc la SODECI, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, a vu son périmètre métier évoluer et c'est elle qui a la mission de capter l'eau potable, de la traiter, de la distribuer auprès des populations. Alors, inévitable question, l'État a cédé à une société privée, donc le service public d'eau potable urbaine. Oui. Alors, le bilan, on peut se permettre de faire un bilan quand même. Alors, on peut se permettre de faire un bilan et moi je prendrai simplement un chiffre, c'est le taux de couverture nationale des populations est de 69% en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, 2000-2015, objectif des millénaires pour le développement. Il fallait que 70% de la population ait accès à l'eau potable. Nos amis sénégalais, eux, ils ont rempli l'objectif, ils ont dépassé ça. Nous, en Côte d'Ivoire, on est arrivé à 69%. Donc, on a franchi l'objectif et vous avez peu de pays sur le continent africain, malheureusement, qui ont réussi à atteindre ce niveau de performance. Alors, on dit que l'eau, on dit, mine de rien, que l'eau, la qualité de l'eau en Côte d'Ivoire est une qualité acceptable. La qualité de largement l'eau, acceptable. Oui, et vous verrez tout à l'heure, on va parler un petit peu des performances du secteur. De toute façon, on a une norme qui est une norme internationale, c'est l'OMS. Et ce qui exige l'État, c'est justement que la SODECI se conforme à ça. Ce qui est intéressant dans un modèle de concession, c'est que l'État a un contrat de performance. La concession, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en Côte d'Ivoire. On a la CIE pour l'électricité, on a Aéria pour la gestion de l'aéroport, etc. Petite parenthèse, Aéria, l'aéroport est le premier aéroport du continent africain neutre en carbone, certifié avant l'aéroport de Genève. On en parlera plus tard. Donc on voit que les modèles de concession ont un certain intérêt. Maintenant, dans toute concession, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a ce que peut faire l'État dans sa capacité de planification et d'investissement, ce que peut faire l'exploitant du réseau dans sa capacité d'entretien du réseau et d'opération de performance. Il y a aussi ce que nous pouvons faire en tant que consommateurs. Et là où on a une des difficultés, c'est que la fraude sur le secteur ou les pertes que nous avons sur le secteur seront toujours une perte en eau pour d'autres consommateurs en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que beaucoup de populations souffrent parce qu'il n'y a pas de l'eau, il y a des coupures intempestives, tout ça, parce que l'investissement peut-être de l'État n'est pas au diapason de l'évolution. Alors, on a un programme qui se met en place en Côte d'Ivoire et on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est le programme Eau pour tous. Il y a une véritable volonté d'investissement dans le secteur qui nous vient de la part de l'État, mais je pense que le plus important, c'est on voit bien à peu près comment fonctionne le système, c'est aussi de comprendre quelles sont les performances que nous avons sur le secteur. Parce que, et ça c'est le troisième élément de vidéo que nous avons proposé pour nos téléspectateurs, c'est de comprendre aujourd'hui, vous avez une concession, vous avez un contrat de performance et quels sont les résultats que nous pouvons observer. Connaissant les résultats, quelles seront donc les perspectives que nous avons. Donc, en termes de production d'eau potable urbaine, ici, on a pris malheureusement, j'ai envie de dire, que les données SODECI parce qu'il n'y a pas de données encore publiées largement par l'ONEP. La Côte d'Ivoire, 242 millions de mètres cubes d'eau potable, 777 de forage existent en Côte d'Ivoire, 89 unités de production d'eau potable et 446 centres autonomes. Ça, c'est le système de production pour le monde urbain. Vous avez ensuite le transport et la distribution.
13 985 km de réseau d'eau potable. Vous avez ensuite 1048 localités qui sont desservies, soit l'équivalent de 16 millions de la population aujourd'hui qui a l'accès à l'eau potable et ce fameux taux de couverture nationale de 69%. En termes de services, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'importance pour nous donc de répondre aux normes de l'OMS. Et si on regarde les chiffres de performance qu'affiche la SODECI, en termes de conformité microbiologique, donc la qualité de l'eau, on a 98,8% de performance à Abidjan. Et la moyenne pour l'intérieur, c'est que de 92,8%. Donc, on a quand même de bons résultats pour le pays. Maintenant, ce qu'on doit regarder aussi, c'est l'objectif de développement durable numéro 6. D'ici à 2030, nous disent les Nations Unies, et la Côte d'Ivoire s'est engagée à cette performance, nous devons avoir 100% de la population qui aura accès à l'eau potable. Donc la Côte d'Ivoire a mis en place un plan d'action prioritaire avec un objectif de couverture de 95% de la population d'ici à 2020. Il y a 2 phases d'investissement qui ont été proposées. La première phase d'investissement, c'est, je crois, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'on est à 200 milliards de francs CFA pour la première période. Et la deuxième période, je crois qu'on est à 1200 milliards de francs CFA. Beaucoup de milliards. Hein. Beaucoup de milliards. Et le plus important, c'est que 2018-2028, c'est la décade internationale de l'eau. Si l'eau est l'enjeu majeur de la survie des populations dans le futur, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place toutes les actions pour nos générations futures. Alors, c'est ce que Nessie disait, hein, beaucoup de milliards, on annonce des milliards d'investissements. Est-ce que ça, ce sera suffisant? Ça ne sera jamais suffisant. J'ai envie de dire, même 95% de la population telle que nous l'avons à l'heure actuelle, c'est déjà malheureusement insuffisant par rapport aux besoins que nous avons. Maintenant, vous avez le programme d'action prioritaire qui a été mis en place, doit notamment nous amener vers ce qu'on appelle le projet Eau pour tous. Et ce projet Eau pour tous, si on ne le connaît pas encore aujourd'hui sur le bout des doigts, mais si on fait une comparaison avec le projet Électricité pour tous, et si on arrive au même niveau de performance, aujourd'hui, Électricité pour tous, c'est pratiquement plus de 200 000 personnes qui sont raccordées au réseau électrique chaque année. Ça veut dire que d'ici à 2020, on aura eu plus de 1 million de foyers qui auront été raccordés au réseau. Donc ça, c'est l'objectif qu'il faut se donner. Maintenant, on sait que la dimension du réseau urbain est maîtrisée. On a un partenaire privé qui travaille sur ça, on a l'État qui veille aux investissements, mais la grande difficulté, c'est la capacité d'investissement et la capacité de maintenance des équipements en milieu villageois. Et vous n'avez pas parlé d'assainissement. Alors, et oui, parce que l'assainissement, si vous voulez, c'est vraiment la partie la plus difficile, j'ai envie de dire, du secteur. Quand vous avez une personne qui va consommer de l'eau potable, on arrive à trouver les sous pour la captation, pour le traitement et la distribution. Mais malheureusement, quand il s'agit de gérer nos eaux usées et nos eaux sales, on n'a pas toujours les financements qui sont nécessaires. L'assainissement, c'est extrêmement important. Vous avez 2 types d'eau à considérer. Vous avez les eaux usées, donc les eaux humaines, j'ai envie de dire, et puis vous avez les eaux de pluie, eaux usées, eau noire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une situation où s'il n'y a pas de réseau d'assainissement dans une ville ou dans un village, l'augmentation de la population va augmenter naturellement l'augmentation de nos rejets malheureusement de matières fécales, de consommation humaine, etc. Et on se dirige vers des exemples connus de pollution de la nappe phréatique. Je prends un exemple bête. Nous, on habite Grand Bassam, vous savez que j'adore le dire à chaque fois que je viens ici. On avait un puits dans la maison, ce puits, on s'en est servi pendant des années. La population de Grand Bassam a augmenté, on a beaucoup de voisins qui sont arrivés près de la maison et on a constaté depuis pratiquement maintenant 6 mois que la qualité de l'eau commençait à s'altérer avec des odeurs. Oula. Et donc du coup, ce qui est assez embêtant, c'est de se dire, d'un côté, nous sommes des privilégiés lorsque nous avons, nous, à Abidjan ou dans certaines villes, l'accès à l'eau potable. Rappelez-vous que chaque fois que vous tirez la chasse d'eau de vos toilettes, vous faites vos besoins, excusez-moi de ces termes, dans de l'eau potable. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on doit réfléchir un petit peu dans les systèmes qu'on met en place? Et ensuite, une fois qu'on a tiré la chasse, que devient ce que nous libérons? D'accord? Donc là, c'est la problématique que nous avons de l'assainissement chez nous. Et puis après aussi, on le disait tout à l'heure, lorsque l'on va rejeter nos eaux en milieu naturel, nous avons aussi besoin d'être sûrs que l'eau que nous rejetons, donc à Ville d'Abidjan par exemple, les eaux usées sont rejetées dans l'océan. Quelle est la qualité? Avons-nous les équipements nécessaires pour traiter toutes ces eaux? Voilà, mais on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore. Et d'ailleurs, un élément qui est très intéressant, c'est que vous avez l'UNESCO qui a publié la semaine dernière un rapport justement pour la Journée internationale de l'eau. Et c'est de regarder aujourd'hui ce qu'on appelle les solutions qui sont fondées par la nature. Si vous regardez finalement ce que fait une lagune, vous voyez les mangroves que nous avons avec les palétuviers, etc.
Nous avons l'eau qui nous vient des fleuves. Vous avez un système naturel qui se met en place pour filtrer tout ça. Donc la phytoépuration, l'assainissement par les plantes, c'est des choses que l'on peut faire. Merci beaucoup Cédric Lombardo, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous restez avec nous, la pub et on se retrouve juste après pour synthétiser un peu tout ça. Qui mieux que nous peut faire aimer l'Afrique à nos enfants? Notre culture, notre histoire, nos valeurs. Dans Kilimandjaro, le magazine qui nous ressemble et nous rassemble. Découvrez Kilimandjaro, votre nouveau magazine ludique et éducatif pour enfants. Kilimandjaro, c'est chaque mois 21 pages de bande dessinée avec des personnages inspirés de nos réalités, des découvertes de nouveaux pays et de nouvelles langues, des jeux instructifs et des posters de stars à collectionner. Kilimandjaro est disponible chaque mois à 1500 francs dans les librairies, kiosques et écoles partenaires. Kilimandjaro, Kili atteint des sommets. Bonjour 2018. Que du bonheur. C'est lui qui fait bailli, c'est qui l'a d'abouri. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais maman est sortie à sa voiture, papa est sorti à sa Range Rover. Actuellement ici dans la petite voiture de ma petite soeur là, je vais partir au supermarché. Chérie, toi tu es où? Le gars dit non, en fait moi je voulais te dire qu'actuellement toi et moi on est ensemble dans le même baka. Si l'apprenti arrive à ton niveau là-bas, il a déjà payé ton transport. Mon fils, va sur la montagne. Tu vas trouver Maître Changli. Il va t'apprendre les 7 clés du Borikwendo. Le vieux est parti. Quand le vieux l'a mouru, l'enfant il avait 4 ans. Chef bandit, il avait 70 ans. L'enfant, il va sur la montagne. Il apprend les arts martiaux. Quand il revient, il a 45 ans. Le chef bandit a toujours 70 ans. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro, Edipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. De retour sur le plateau de Matin Bonheur, toujours avec nous, Cédric Lombardo, avec qui on parle des enjeux. On parlait des enjeux de l'eau potable. On a terminé. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ce qu'il faut retenir, c'est la première chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne gestion de l'environnement. Nous avons pour source d'eau en Côte d'Ivoire que celle qui nous vient de la pluie. L'ami de la pluie, l'autoroute de la pluie, c'est la forêt. Donc première chose importante, gérer nos forêts. Deuxièmement, une fois que l'eau est arrivée sur Terre, dans les fleuves, dans les nappes phréatiques, ne surtout pas la polluer, réduire au maximum les pollutions puisque nous allons consommer cette eau. Ensuite, nous assurer que nous avons des systèmes de captation et de traitement de l'eau potable puisqu'il faut amener cette eau potable que les populations vont boire, qui vont répondre à des normes de santé qui sont importantes. Et une fois que l'eau aura été consommée, naturellement, on va devoir la rejeter dans son milieu naturel. Le robinet aura été coupé, on va tirer la chasse un petit peu de nos toilettes. Et donc la grande question maintenant qui va se passer, c'est quelle est la qualité de cette eau et comment nous assurer que l'eau que nous rejetons dans l'environnement soit propre pour que nous puissions un jour la consommer à nouveau. Car si le défi de l'eau, c'est de ne pas avoir assez d'eau de pluie, où allons-nous chercher l'eau dont nous avons besoin pour nos générations futures? Grande question, hein, et ça, franchement, ça va continuer à tourmenter toutes les générations. C'est pas évident. On espère qu'on aura autant l'investissement de l'État, autant la conjugaison des efforts. Ça pourrait être une solution très très fiable pour les populations et aussi un certain civisme aussi de la part des populations. C'est la plus grande des conclusions. L'État planifie, nous avons des opérateurs, des partenaires économiques qui exploitent le réseau, mais aussi nous devons être citoyens dans notre pollution et notre consommation de la ressource. Merci beaucoup Cédric Lombardo. On vous retrouve normalement mercredi prochain et le thème ce sera efficacité énergétique. Ok. Voilà, le rendez-vous est pris. Rendez-vous maintenant, là, tout de suite avec notre spécialiste famille de Matin Bonheur, Madame Bernadette Assong-Guessan. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez intéressant, autant que tous les thèmes que nous abordons ici. Comment présenter son nouveau conjoint à ses enfants? Bonjour madame, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, ça va bien? Excellente semaine sainte à vous. Absolument, merci. Alors, on n'a pas comment on appelle ça, de capsules de thématiques, mais on a au moins un jingle, on y va. Comment présenter son nouveau conjoint à ses enfants?
c'est vraiment, on appelle ça souvent l'épreuve du feu. Hein. C'est-à-dire, on a eu une relation antérieure, il faut présenter officiellement. Ça, c'est pas aux parents maintenant, vous êtes parents, vous devez montrer aux enfants. Il y a une certaine différence, il y a une psychologie particulière. Parce que là, ce n'est pas aux parents qu'on fait la présentation, mais c'est aux enfants. Il y a une connotation particulière? Oui, absolument, parce que ce n'est pas la même relation hiérarchique. Les parents, ce sont les ascendants et le respect qu'on leur doit par rapport à l'éducation que qu'on a reçue. Mais tout aussi important, les enfants qui sont engendrés par nous-mêmes et donc à qui nous avons donné aussi une certaine éducation. Mais l'un dans l'autre, cela est source de stress, voire même de détresse. Donc, il y a une démarche différente, mais non moins importante l'une que l'autre. Alors, dites-nous, après combien de temps de relation faut-il présenter son nouveau partenaire à son enfant? Vous souriez, vous vous attendiez inévitablement à cette question? Oui, bien sûr. Combien de temps? Je voudrais pouvoir, avant de répondre à la question, si vous permettez, faire quand même un point. Nous sommes en train de parler de présentation d'un nouveau conjoint. Donc, si nous parlons de nouveau conjoint, cela veut dire qu'il y a eu un certain nombre de conjoints avant, peut-être un ou plusieurs, hein, on peut être dans cette situation-là. Et cela veut dire qu'il y a eu mariage ou vie commune. Et je voudrais pouvoir préciser ou recadrer les choses en disant que le mariage, parce que quand on parle de présenter le conjoint, le nouveau conjoint à ses parents, à ses enfants, cela sous-entend que nous sommes en train d'aller vers une procédure de mariage. On ne va pas juste s'arrêter à le présenter aux enfants. Ça veut dire qu'on va mettre dans toute une procédure de mariage en route. Donc, je voudrais pouvoir préciser que le mariage donc, est une institution de Dieu. C'est par amour que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a appelés donc, à aimer, parce que c'est par amour qu'il les a créés. Et donc, le mariage est une vocation naturelle pour l'homme et pour la femme de dire qu'on va se marier, qu'on va faire une vie commune. Donc, la présentation d'un nouveau conjoint sous-entend qu'il y a une rupture d'une précédente relation, une séparation, donc avec un certain nombre de corollaires. Donc, il faut quand même regarder à tout cela avant donc de dire combien de temps. Je n'ai pas oublié votre question, le combien de temps avant de présenter donc, le conjoint. Le nouveau conjoint, c'est aussi donc des impératifs pour le parent qui s'engage dans cette voie. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les relations précédentes? Il faut faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi j'en suis à présenter un nouveau conjoint et à des enfants qui sont mes enfants? Donc, les enfants issus d'une première relation, d'une première vie. Ensuite, la deuxième préoccupation, c'est les enfants auxquels je veux présenter mon nouveau partenaire. Ils en sont où avec cette précédente relation? Ils en sont où véritablement? Est-ce qu'ils ont réglé aussi, comme je suis prêt à présenter quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'ai réglé à mon propre niveau un certain nombre de choses. Voilà. Mais les enfants en sont où? Est-ce que vous en avez parlé de cette rupture? Généralement, on ne prend pas cette précaution-là. Donc, les enfants en sont où véritablement? La troisième préoccupation pourrait être quelle est la place des autres parents? Le parent qui n'est plus là. Quelle est leur place dans cette nouvelle relation avec mes enfants? Est-ce que je permets que leur maman ou que leur papa ait accès à ces enfants-là? Quelle est leur place? Quelle est leur influence dans la relation actuelle que j'ai avec mes enfants et qui va certainement influencer la relation que je vais avoir avec le nouveau partenaire qui vient dans le foyer? Qui est donc, l'autre préoccupation, c'est qui est cet autre? Cet autre qui va venir, le nouveau conjoint, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un de notre relation, de l'environnement des enfants? Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu? Quand on a réglé toutes ces questions-là, en ce moment, on peut se dire qu'on est peut-être sur la voie de présenter quelqu'un. Combien de temps avant donc, de présenter la personne? Le tout dépend donc de l'environnement dans lequel on est, la relation qu'on a avec ses enfants. Est-ce que cette relation avec les enfants est suffisamment
bonne pour que je puisse parler d'introduire une nouvelle personne? Est-ce que nous en avons parlé ensemble? Combien de temps ça peut être au bout de 4 mois? Ça, je le dis, nous le disons juste comme ça, mais il n'y a pas de temps véritable par rapport à cette nouvelle introduction de personnes. Mais véritablement, il faut s'assurer de qu'est-ce qui était la cause. Pour parler de temps, c'est relié à la cause du départ ou à la séparation. Si c'est une séparation due par rapport à un décès, notre tradition nous impose un certain nombre de temps pour nous refaire, pour qu'on accepte, qu'on fasse le deuil. Donc cela sera par rapport à la cause. De combien de temps? C'est la cause du départ du précédent partenaire de vie. Cela peut partir donc de 3 mois à 1 an, 2 ans, voire même 5 ans ou beaucoup plus. Le tout est question de ce que veut ce partenaire-là et la vie qu'il a mis en place avec ses enfants. Voilà. L'idée, l'objectif, c'est de ne pas, vous avez dit, hein, Madame Songuessan, c'est de ne pas froisser la psychologie des enfants. Faire en sorte qu'ils ne soient pas des enfants, mais aussi, on présente son conjoint à quel enfant? Ils ont quel âge? Ça compte aussi. Absolument. Ils ont quel âge? Ils en sont où psychologiquement? Ils en sont où au niveau scolaire? Ils en sont où au niveau psychologique? Alors, comme on dit, l'introduction d'une tierce personne, c'est l'introduction d'une tierce personne. Vous voyez l'expression d'une autre personne dans une famille que nous avons déjà construite. Le partenaire, la maman ou le papa est parti, le partenaire qui prend l'initiative vit avec ses enfants et ils sont dans un modèle de famille monoparentale. D'accord? Le partenaire avec les enfants. Dans cette relation-là, est-ce que les enfants sont suffisamment mûrs, ont suffisamment grandi? Ou nous disons, quel que soit l'âge des enfants, il faut s'assurer que la personne qui vient est considérée comme nécessaire, utile à la famille. Et il n'y a pas de cachotterie à faire aux enfants. Nous avons malheureusement l'habitude dans nos traditions, dans nos habitudes, de dire ce n'est pas l'affaire des enfants. C'est moi qui me choisis un partenaire, donc en plus ce sont mes enfants, donc qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette décision? Malheureusement, vous allez vivre avec cette personne, non pas vous seul, mais avec les enfants, dans une relation que vous avez déjà construite avec les enfants, en dehors de l'autre partenaire qui est parti. Vous avez donc construit quelque chose d'harmonieux qui marche peut-être, ou qui marche pas bien, ou qui marche très bien. Et introduire donc une nouvelle personne demande donc à faire beaucoup attention à la vie, A-V-I-S, des enfants, et à la vie, L-A, plus loin, V-I-E, des enfants. Et donc, quel est l'intérêt des enfants? Quand nous posons la question, où en sont les enfants avec la précédente rupture? C'est là toute la question et toute la difficulté de l'introduction d'une nouvelle personne dans cette famille. Absolument. Nous avons donc, grâce à la technologie qui vraiment nous sourit maintenant, l'élément explicatif, ça fait toujours plaisir de l'avoir, hein, sous votre couvert, bien sûr. Donc, je rappelle le thème, mesdames et messieurs, si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marge, comment présenter son nouveau conjoint à ses enfants? Tourner la page d'une union pour une autre. Dans ce cas, lorsqu'on refait sa vie, on est conduit un jour ou l'autre à présenter son nouveau conjoint ou nouvelle conjointe à ses enfants. Un rite de passage très délicat, mais aussi véritable examen de passage. Alors, ambiance pleine de cérémonial pour dire tout simplement aux enfants « j'ai quelqu'un dans ma vie ». Pour présenter ma nouvelle amoureuse à mes enfants, d'abord c'est juste les faire asseoir et leur faire comprendre que vraiment, j'étais avec votre maman et ça n'a pas marché. Et j'ai pris cette dame qui est aussi votre mère. Donc le respect que vous me devez, c'est le même respect que de vous octroyer à votre nouvelle maman. Pour présenter mon nouveau mari à mes enfants, j'appelle mes enfants
leur a vraiment parlé d'ordure. Voilà vos deuxième papa. S'apprêter à faire l'expérience de la recomposition familiale. Un passage empreint d'émotion avec cette peur de voir son nouveau conjoint ou conjointe rejeté par les enfants. Il y a donc chez les parents une attente de validation par leurs enfants de leur choix amoureux. Je dois demander l'avis de mes enfants. Mais là, ce qu'ils vont dire, s'ils acceptent que oui, je reste avec lui, je suis avec lui. Si dans le cas contraire que les enfants refusent, je les écoute jusqu'à un moment, ils vont accepter que oui, je puisse rester avec le monsieur. Vont-ils accepter cet homme ou cette femme? Le couple Babo a trouvé sa recette. Les choses n'ont pas été faciles. Elle avait déjà un enfant et moi 2 enfants. On s'est arrangé de telle sorte que les enfants soient des amis. Et au fil du temps, les enfants s'amusaient sans même connaître que leurs parents étaient déjà en couple. Et ils nous appelaient tonton, tantine. On a décidé donc de dire la vérité aux enfants. Et lors d'une réunion familiale, elle a envoyé sa fille et moi, mes 2 jeunes garçons. J'ai dit, les enfants, voici votre nouvelle maman. Elle dit, mais papa, c'est déjà nos mamans, pourquoi notre nouvelle maman encore? J'ai dit, oui, certes, vous la connaissez, mais aujourd'hui, on a décidé de se marier. Les enfants étaient étonnés. Et certes, ça devait faire mal, mais par contre, nous, on a été surpris que ça a plu aux enfants. Puisque déjà, les enfants se voyaient en termes de grands frères. Du coup, c'est vite parti. Ce qui serait mieux, de prendre la peine d'aller doucement, pas à pas. Ne pas brusquer les enfants. Et ça a été notre cas. On a pris la peine de présenter nos enfants doucement. Le jour même, on a décidé vraiment officiellement devant eux de se présenter. Ça a été comme de la magie. Si le souci de ménager les enfants est présent chez la plupart des parents, il n'évite toutefois pas les dérapages par excès de zèle. L'exemple de Frédéric qui a vanté à sa fille de 8 ans toutes les qualités de sa nouvelle compagne. Alors, en pleurant, sa fille a répondu « Maman n'est pas nulle, elle aussi est drôle et gentille et fait de bons gâteaux. » Ça, parce que comme je disais à l'entame, c'est un peu l'épreuve du feu, hein, parce que là, à tout moment, il y a la sincérité des enfants. Malgré ça, il faut entourer ces moments avec beaucoup de minutie, beaucoup de diplomatie. Oui, beaucoup de minutie, beaucoup de diplomatie, parce que cette personne qui vient être une intruse, est-elle une amie ou purement et simplement le ou la rivale des enfants? Va-t-elle bouleverser la stabilité familiale? Voilà. Comment présenter cette personne aux enfants? Dire par exemple c'est la camarade de papa, ou bien c'est le camarade de maman. L'entrée en matière, on est déjà, et sur le plateau c'est déjà l'horreur que font la plupart des personnes qui veulent présenter un nouveau conjoint. Vous êtes pressé, vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On fait ci, on fait ça. Vous êtes déjà dans le comment. Mais ce qu'il y a lieu de faire avant le comment, comme vous avez vu dans l'élément, les deux ont pris le temps avec les enfants. Le couple Babo? Oui, ils ont vraiment pris le temps. En introduisant un certain nombre de petites touches. Ils ne se sont pas précipités. Ils ont leur relation amoureuse en dehors des enfants. Dès l'instant où vous voulez introduire les enfants, c'est une autre dimension de votre relation. Donc, il faut y aller véritablement avec précaution. Mais avec eux, ça s'est très bien passé. Oui. Mais ça aurait pu mal se passer. Les enfants pourraient, par exemple... penser à une trahison. Oui. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des amis que vous, les parents, nous vous autorisons à vous mettre ensemble. Ça pourrait être comme une trahison. Et la femme, elle a une fille, le monsieur, il a des garçons, ils auraient pu tomber amoureux. Oui, mais là encore, n'introduisons pas une autre chose. Ce sont des enfants qui sont tout jeunes, nous imaginons, mais ils pouvaient être des enfants plus grands. Ils sont juste des amis. Effectivement, cette éventualité n'est pas à exclure dans la mesure où ils ne sont pas parents. C'est le lien de parenté qui exclut. Cela n'exclut pas de tomber amoureux, mais exclut le fait qu'on puisse avoir une relation, de construire une relation amoureuse ensemble. Mais cette personne, en termes de précaution, c'est autant un problème très stressant pour la personne qui vient que pour les enfants. Cette personne qui vient, dans quelle disposition d'esprit elle vient dans ce foyer-là? Est-ce que je viens pour être véritablement la compagne ou le compagnon de celui qui fait la demande, ou
Est-ce que je viens véritablement pour être une nouvelle maman ou l'amie des enfants que je trouve dans le foyer? Est-ce que je ne viens pas en personne voulant dire que oui, je suis mieux que celle qui était là ou celui qui était là? Est-ce que je ne viens pas pour dire juste que je suis le gestionnaire des biens de celui qui est là et donc des biens acquis dans le précédent mariage? Quelle est la motivation qui fait que je viens là? Est-ce véritablement l'amour? Et nous souhaitons tous que ce soit l'amour. Il y a autant de préoccupations que nous pouvons avoir. Quelles sont les valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont le fondement de la famille qui est déjà là, le parent et les enfants? Quels sont les fondements de cette nouvelle famille qui est là déjà? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce que j'inculque à mes enfants? Parce que ces mêmes valeurs, certainement, nous les avons inculquées ensemble avec le précédent qui est parti. Mais quelle est la nouvelle donne pour nous? Quand nous avons fait le tour de toute cette question-là, et que nous savons, avec les enfants, par petites touches, nous avons commencé à leur parler de la possibilité... Les apprêter. D'avoir un nouveau compagnon. C'est un sujet qu'il faut aborder avec les enfants, qu'il faut discuter avec les enfants. Ne pas penser que parce qu'ils sont tout petits, alors je n'ai pas besoin d'en parler avec eux. Ils ont besoin d'une maman, alors je leur apporte une maman. Est-ce véritablement eux qui ont besoin d'une maman ou nous qui avons besoin d'une assistante maternelle pour nos enfants ou d'une infirmière pour nos enfants ou tout simplement qui avons besoin d'un compagnon sur qui compter? Et généralement, les choses sont tellement précipitées et mal engagées que ce que nous voulons obtenir, on obtient juste le contraire de ce que nous voulons. Voilà autant de précautions, autant de questions qu'il faut régler avant le comment l'introduire. Quand ces questions sont réglées, le comment est tout aussi facile que faire un gâteau dont on connaît et maîtrise parfaitement la recette. On a vu le couple Babo qui est parti donc par petites touches, ça c'était le circuit, le scénario idéal. Mais par contre, parfois, ça peut mal commencer. Les relations peuvent être difficultueuses et puis après, avoir une très très belle complicité. Ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, est-ce que le fait d'être de parents qui ont une famille recomposée, d'être issu d'une famille recomposée, est-ce que parfois, dans cette situation, en tant qu'enfant, en tant que parent maintenant, il n'y a pas une incidence particulière? L'incidence, le tout dépend de la personnalité. Comment est-ce que cette personnalité qui a déjà eu un échec dans un premier mariage, comment cette personnalité a été construite? Nous disons, quelle est la raison pour laquelle le premier couple n'a pas marché? Si la raison n'est pas bien comprise, n'est pas maîtrisée, et qu'on se précipite dans un second en se disant c'est l'autre qui est fautif et que moi je n'ai rien à me reprocher, je veux reconstruire ma vie et donc c'est bienséant pour la société que j'ai une autre compagne, que j'ai un autre compagnon, d'accord? Nous nous précipitons et nous ne réglons pas les problèmes et nous allons les accumuler, les recompositions. Nous allons partir de recomposition familiale en recomposition familiale. Parce que la personnalité même de la personne qui était dans le premier mariage, qui n'a pas marché véritablement, n'a pas réglé ses problèmes. Est-ce un problème affectif? Est-ce une immaturité psychologique de cette personne-là ou de l'autre partenaire qui n'est plus là? De quoi il a été question? Et comment les choses ont été réglées? Comment les choses se sont passées? Quand il s'agit de décès, c'est inévitable. C'est quelque chose pour laquelle nous n'avons pas de solution. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous ne pouvons pas empêcher un décès. Mais quand cela est arrivé, quand la séparation est arrivée, en dehors du décès, il faut véritablement prendre le temps de regarder tout et d'apaiser toutes les tensions. Parce que pour l'enfant, pour les enfants qui sont restés, quelle est l'image? Qu'est-ce que vous leur laissez? Effectivement, la précédente séparation de parents pour un enfant qui a vécu dans une situation de famille recomposée et de toutes les incidences et toutes les répercussions que cela a sur sa vie et sur sa construction. Et encore, là, il faut voir à quel âge cette reconstitution familiale a eu lieu dans sa vie précédente. Et donc, pour ces enfants aussi, tenir compte véritablement de l'âge, quoique cela influence d'une façon ou d'une autre l'enfant, quel que soit son âge, il faut regarder toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous disons qu'il faut véritablement prendre la peine, prendre le temps nécessaire
de voir et d'aplanir tout ce qu'il y a à aplanir avant d'introduire une nouvelle personne dans le foyer. Le défi est aussi si grand pour les enfants parce que accepter une autre personne, est-ce une maman véritable? Est-ce qu'elle ne vient pas bouleverser l'acquis, l'existant, les projets que nous avons faits avec papa ou avec maman déjà? Maltraiter les enfants. Est-ce que cette personne ne vient pas en disant « Bien, maintenant, je vais bien mater ceux qui sont là pour qu'ils comprennent bien que c'est moi qui suis là et non pas quelqu'un d'autre. Le père qui était là, c'était un vaurien. La mère qui était là, c'était une vaurien, comme nous l'avons vu dans l'élément. Oui. Et par rapport aux objectifs poursuivis par celle qui vient ou celui qui vient dans le foyer peut tout déclencher, peut tout détruire. Déjà, nous passons d'une base un peu fragilisée à cause du départ de l'autre, peut-être des questions non encore résolues, des réponses auxquelles les enfants n'ont pas encore eu accès. Vous introduisez une autre personne qui vient avec d'autres objectifs, qui peut, dans un premier temps, se montrer tout à fait comme il faut, la mère parfaite, le père parfait, celui qui n'est pas celui qui n'a pas marché. Il se présentera comme, parce que généralement, celui qui est là, entreprend donc d'introduire une autre personne, prend généralement le soin de parler longuement de la précédente personne qui est partie, en bien comme en mal, cela dépend donc des objectifs et les raisons pour lesquelles la chose n'a pas marché, et oublie que, en disant que l'autre a été une bonne personne ou pas bonne personne, nous nous qualifions de la même façon. Et donc, vous donnez donc les moyens à cette autre personne qui vient d'avoir donc de l'ascendance, du pouvoir sur vous-même déjà, et naturellement sur les enfants que vous allez leur présenter. Et qu'en est-il d'une personne qui a 4 enfants de pères différents et qui doit présenter un nouveau partenaire à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre à ce que le nouveau partenaire parle mariage d'abord avant de l'envoyer à la maison? Ou bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, ça c'est une autre préoccupation. Le mariage, c'est la préoccupation donc de la personne qui a déjà eu 4 enfants et qui va introduire de pères différents et qui va introduire une 5e personne. Donc ça, la problématique, c'est à son niveau. La difficulté est à son niveau. L'implication ne concerne même pas, tel que vous avez formulé la question, n'implique même pas encore les enfants. Mais nous pouvons dire simplement que 4 échecs. D'accord? Pas que 4 échecs, elle peut avoir eu plusieurs relations. Mais nous parlons de 4 enfants. Donc, il y en a au moins 4 avec qui nous avons commencé quelque chose, construit quelque chose, avoir un enfant, et nous devons recommencer. Au départ de cette discussion, nous parlons du premier ou de tous les antécédents. J'ai vu Marcelin faire la grimace en me disant, mais cela est possible. Qu'est-ce qui ne marche pas dans chacune des relations au point où nous en sommes déjà à 4 papas différents ou 4 mamans différentes pour 4 enfants que j'ai eus? Est-ce que la situation ne m'interpelle pas véritablement? Si la situation ne vous interpelle pas véritablement, alors il y a un gros problème, il y a un gros souci. Nous disons que le mariage est une institution de Dieu. Alors, si nous en sommes à ce niveau-là, pourquoi ne pas peut-être faire référence à celui-là même qui, au départ, a créé toutes choses, l'homme et la femme, pour être ensemble, pour qu'ils se marient? Pourquoi ne pas se tourner donc vers les personnes qui sont ces oins, qui ont donc la possibilité de nous apprendre ce qu'est véritablement le mariage, afin que nous allons pas à pas à cela. Si nous avons vérifié toutes ces choses et que cela a marché, et que nous sommes sur le point véritablement donc, de conduire donc, ce nouveau partenaire vers nos enfants, la véritable question, c'est de prendre le temps, donc choisir le bon moment pour parler de cette personne qui vient et utiliser les bonnes manières. Le bon moment, ça peut être au cours d'une fête d'un des enfants, qui concerne directement les enfants ou non, qui concerne tout le monde, comme une fête universelle, ou alors ça peut être un moment heureux comme un moment malheureux. Mais toujours est-il que, quel que soit le moment ou les manières que nous choisissons,
Le défi donc de la présentation des enfants n'est qu'un des défis de la recomposition familiale. Vaut mieux gagner à préserver l'harmonie de ce que nous avons déjà, de ce que nous connaissons déjà, plutôt que d'aller ailleurs. Aimons-nous donc à aimer. Restons donc, faisons toutes choses dans l'amour, car Dieu lui-même nous a créés par amour, et c'est par amour qu'il s'est donné à nous. Donc, je peux me permettre de dire bonne fête de Pâques à chacun, car il s'agit de la fête de l'amour de Dieu pour nous. Merci beaucoup, surtout qu'on vous retrouvera donc le mercredi prochain. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Bernadette Assong-Nguessan. Le débat continue chez vous, voilà, avec toutes les sensibilités. Merci à vous, merci Nessie. Moi, je n'avais pas eu de difficulté à vous présenter pendant le congé d'Eva. C'était un congé. C'était congé. Donc, non, pas du tout. On n'a pas eu beaucoup de elle revient avec ses griffes. Merci, bonne journée. Merci. Vive Matin Bonheur.